comment t'es venue cette idée de film et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller creuser voilà, de nous proposer cet envers du décor. Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas mon idée. Parce qu'un film, ça se fait à plusieurs. Donc, il y a, si vous avez vu dans le générique, il y a une idée originale, c'est une journaliste française. En fait, moi, je travaille plutôt sur le Congo en fait, que sur les ressources minières en général. Donc, c'est un pays où je vais 3-4 fois par an, puis une quinzaine d'années. Et donc, il est évident que quand on est au Congo, on est confronté au problème des ressources minières. En fait, l'idée du film vient quelque part chez tous les gens qui s'intéressent au Congo, aux alentours de 2004-2005, quand plusieurs sociétés, notamment une société qui s'appelle Glencore, qui est une énorme société dont on parle dans le film. Juste pour prendre la taille de cette société, Glencore, c'est 250 000 personnes qui travaillent pour eux, et c'est 250 milliards de chiffre d'affaires par an. Le budget annuel du Congo, au moment où on tourne le film, c'est 7 milliards de dollars par an. Comme ça donne une idée des forces en valeur. Et donc la Chine est en pleine explosion, a besoin d'énormément de cuivre, et donc il y a des réserves de cuivre encore intéressantes au Congo. Et donc cette société qui fait plutôt du trading, donc en fait qui vend plutôt qu'elle n'exploite. Glencore a fait 25 milliards de dividendes sur la crise ukrainienne cette année. S'est dit, on va peut-être commencer nous-mêmes à exploiter parce qu'il y a une demande énorme en fait, de par l'urbanisation de la Chine. Et puis sont arrivés évidemment les besoins en batterie, les batteries pour les téléphones, parce que aussi environ 10 grammes de cobalt dans votre téléphone. Et donc comme l'explique le jeune consultant londonien, ce qui intéresse les gens, c'est le cuivre, parce que c'est là-dessus qu'on fait le gros, mais le cobalt, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc une société comme Glencore a acquis, via différents moyens de corruption, des mines extrêmement intéressantes, et d'autres personnes sont venues sur... Et donc ça, c'était quelque chose qui était connu. Évidemment, l'idée du film, elle vient du travail extraordinaire qui est fait par des activistes congolais, notamment, pour faire des recherches là-dessus et récupérer ce que les citoyens doivent récupérer, en espérant qu'ils puissent les récupérer un jour. Donc ça, c'est vraiment ça. Donc en fait, il y a une journaliste. Ensuite, on a mis en place un travail de production, de réalisation, de recherche de personnages pour faire vivre ce récit. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un équilibre pour montrer que le sujet ne sortait entre guillemets pas de nulle part. Il y a des recherches du professeur Banza, il les finance péniblement depuis 2006, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait récent. De Nakambola, qui est l'avocat que vous voyez et qui sera à Kinshasa à partir de la semaine prochaine pour montrer le film aussi, lui lutte sur ces enjeux-là depuis 2010-2012, parce que les cas de pollution en fait sont assez anciens. Donc en gros, on n'a rien découvert. En fait, on a plutôt mis en image et raconter des histoires qui inquiétaient quand même beaucoup les Congolais et qui avaient moins l'oreille de la communauté internationale, tant qu'il n'y avait pas l'aspect batterie, parce que en fait, quand on a une société comme Glencore qui achète du cobalt, ça ne veut rien dire à personne en fait. Ces gens font ce qu'on appelle du business to business, donc eux, ils doivent répondre à aucun autre client que leurs clients, qui ne sont pas très intéressés par ces enjeux-là. Mais à partir du moment où il y a le véhicule électrique, du coup ça commence effectivement à créer un intérêt pour le consommateur européen dans ce cas-ci. Et on a voulu en fait contrebalancer ça, c'est pour ça que vous avez une grosse partie sur les enjeux en Finlande, mais ces enjeux se posent actuellement au Portugal, en Suède, en Serbie, donc dans différents pays européens. On a vraiment pris cet exemple-là parce que c'était le plus flagrant. Ces enjeux se posent aussi depuis une dizaine d'années, petit à petit. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'est que la Finlande, c'est le premier pays des classements au niveau du bonheur, au niveau du bien-être et tout ça. Et le Congo est souvent dans les 5 derniers, en termes d'indicateurs de développement humain, et de dire, en fait, on peut prendre 2 pays en miroir, et montrer que l'exploitation minière en fait cause malgré tout les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes, et aussi les mêmes problèmes de corruption, parce qu'en fait il y a des parties qui ne sont pas développées dans le film, parce que c'était évidemment trop long de tout expliquer, mais cette histoire en 2012, en fait il y a aussi une histoire de corruption derrière, pour acquérir les terres, etc. Donc la corruption n'est pas un mal congolais, c'est un mal qui est fort bien établi partout. Ça, on est tous convaincus. Mais justement, on va aborder la partie européenne, parce que ça nous intéresse, mais il y a aussi cette partie plus locale avec le code wallon des mines. Et donc, Olivier, tu représentes, toi, le collectif Les Dominors. Mais ça m'intéresse peut-être que tu expliques un petit peu c'est quoi ce collectif, parce que c'est vous qui êtes venu trouver les Grignoux en disant il y a un enjeu, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, ce serait bien d'en informer un maximum de monde. Et donc on a répondu présent, mais je pense que c'est intéressant peut-être de raconter votre histoire et pourquoi vous êtes parti justement au combat comme vous le faites maintenant. Bien, en gros résumé, il faut remonter à 2018. Par un heureux concours de circonstances, en fait, on a eu accès aux documents qui étaient confidentiels à l'époque, qui
qui nous a permis, en fait, grâce à la force du réseau militant, on a réussi à extraire un document confidentiel. Et donc on a compris un peu avant tout le monde, on était quelques-uns, vraiment une poignée, ce qui se dessinait à l'échelle européenne. Parce que la relance minière, on en parle maintenant, ça commence à devenir grand public. Nous, on a déjà eu un aperçu à ce moment-là, et donc ça nous est tombé dessus un peu comme une responsabilité et un privilège en même temps. Donc on s'est dit, ok, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Puis le Covid est arrivé, et pendant le Covid et dans l'après-Covid, on a vu vraiment une offensive massive de la société numérique et des scénarios de transition verte. Le Green Deal est arrivé dans la foulée, tous ces scénarios qui sont, en fait, il faut le dire, des projets économiques d'expansionnisme industriel basés sur les hautes technologies et qui sont en fait un projet qui relance pour un tour le capitalisme, en fait, sous couvert de protéger la planète, émissions de CO2, etc. Et en fait, on a vu tellement de paradoxes dans ce scénario-là qui devenait mainstream, y compris dans les sphères écologistes, qu'on s'est dit, ok, il faut que là on sorte du bois pour essayer d'occuper une place dans les débats publics sur cette question, parce qu'on était juste insatisfait des positions des écologistes, en fait, sur ce thème. Et car on pense qu'à l'heure actuelle, c'est difficile de prendre une posture écologiste et qui ne soit pas anticapitaliste, qui ne remette pas en question l'expansionnisme industriel, l'extractivisme minier, etc. Et donc c'était quelque part la volonté de ramener de l'écologie dans l'écologie, s'inviter dans le débat et essayer de mettre au jour différents paradoxes qui nous paraissent fondamentaux, du type quand vous avez une transition verte qui est basée sur des hautes technologies, les hautes technologies, si on parle de photovoltaïque ou d'éolien par exemple, prétendument on explique qu'on se passe du pétrole, en fait on ne se passe pas du tout du pétrole avec ces scénarios-là. Parce que l'extractivisme minier, que ce soit l'extraction, il n'y a pas que Géraldine va pouvoir en parler un peu plus, mais que ce soit les étapes d'extraction, de broyage, de séparation des métaux, etc., et de fondre des minerais pour avoir le produit fini, sont absolument dépendantes du fossile. Et donc la Chine l'a bien compris, ils ont lancé le charbon à plat, les États-Unis aussi, Biden vient de lancer son projet Willow en Alaska. C'est pas pour rien en fait, c'est pas parce qu'ils veulent à tout prix rester dans la voiture thermique, c'est parce qu'ils ont bien compris que les scénarios de transition hypertechnologique étaient totalement dépendants du pétrole. Et donc on est dans une guerre de narratifs, c'est des choses qui ne sont pas exposées, puisqu'on a tendance à opposer énergie fossile et énergie de transition. Mais les énergies de transition, c'est en réalité des énergies de substitution, on pourrait dire, et donc il y a un paradoxe qui n'est jamais expliqué, je vais peut-être le dire ici, un des exemples de choses qu'on aimerait bien exposer. C'est le fait que le pétrole, vous l'extrayez, vous pouvez l'utiliser directement, il suffit de le brûler, tu as de l'énergie. En fait, pour les énergies qui se basent sur l'éolien ou le photovoltaïque, il faut des convertisseurs d'énergie. Tu ne peux pas utiliser le soleil directement pour l'électricité, et le convertisseur, il a un coût environnemental massif, parce que extraction de métaux. Et donc on est dans un scénario totalement délirant où tu as le numérique, tu as l'hypertechnologie, la haute technologie qui se déploie partout, comme solution écologique, alors qu'en fait, plus de métaux demandent une extraction d'utilisation de plus d'énergie. Et c'est le serpent qui se mord la queue, parce que pour produire cette énergie qui est nécessaire à l'extraction des métaux, il faut aussi extraire des métaux pour alimenter le cercle. En fait, voilà, c'est une dépendance au pétrole du scénario de transition qui nous a paru très invisibilisé, y compris dans le milieu écologiste. Et puis quand en fait, on a compris, après les nouvelles élections, etc., après le Covid, que finalement c'était deux figures du Parti écolo, donc Philippe Henry et Céline Tellier pour les citer, Céline Tellier qu'on rencontre ce vendredi d'ailleurs, on se réjouit. Qui sont rédacteurs du code minier, on s'est dit, là il y a un truc qui colle pas, quoi. On s'est dit, est-ce que c'est une posture qui peut se présenter écologiste sans remettre en question ni le numérique, ni la société digitale, ni la haute technologie, etc., qui a un coût toujours invisibilisé, souvent externalisé aussi. Et voilà, donc il y a eu plein de paradoxes qu'on voyait apparaître partout dans cette guerre de narratifs, et on s'est dit, ok, là il faut qu'on essaye de créer un petit espace pour amener un peu plus d'écologie radicale, hein, disons-le, sur ce thème, qui remettent en question le modèle, plutôt que de se calquer sur les outils qui servent ce modèle. Parce que souvent, on parle d'une voiture dont on va pouvoir optimiser et réduire l'impact écologique sur une technologie précise. Mais en fait, il y a très peu de pensée systémique qui questionnent le modèle au service duquel ces outils sont mis et les usages qu'on en fait. Donc, voilà. Donc c'est accompagné aussi d'une vision décroissante dans les solutions qu'on pourrait apporter. Voilà, c'est un peu alimenter l'imaginaire avec une pensée plus systémique. Oui, c'est offrir un narratif alternatif aussi. Exactement, ouais. c'est ça. Alors, Géraldine, donc ça a été évoqué au niveau... Il y a toute une série de choses qui sont en train de se mettre manifestement en place au niveau européen. Et donc,
fort peu visible, en tout cas on en parle très très peu. Et donc je pense que on serait intéressé de savoir un petit peu quels sont les enjeux actuellement, quelle pièce est en train de se jouer au niveau européen. Ouais. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais peut-être dire, je suis expert de ressources minières, mais en fait j'ai travaillé 8-9 ans chez Justice et Paix sur ces questions d'extraction minière au Pérou, au Congo, et sur les enjeux des métaux de façon plus large. Donc aujourd'hui je travaille chez Ethiopia, mais donc voilà, expert entre guillemets. Donc oui, au niveau européen, en fait c'est pas nouveau cette question de l'approvisionnement en matières premières critiques, en minéraux. Il faut savoir que déjà en 2008, la Commission européenne publiait une communication stratégique qui s'appelait l'Initiative Matières Premières, basée sur le fait qu'il y avait une préoccupation déjà importante par rapport à la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis de l'étranger pour l'approvisionnement en métaux, en beaucoup de matières premières critiques qui sont principalement des métaux. Et ils ont défini en fait 3 axes à ce moment-là. Enfin, la Commission européenne a défini 3 axes pour essayer de pallier ces risques d'approvisionnement. Les 3 axes, c'était booster le recyclage, c'était sécuriser son approvisionnement dans les pays tiers, à grand renfort d'accords commerciaux, etc., pour être sûr que les accès soient facilités, et c'était rouvrir des mines en Europe. Voir encore ce qui se cache dans le sous-sol européen. Rouvrir des mines, ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de mines en Europe. On l'a vu en Finlande, je crois qu'il y a autour d'une 70aine de mines en Europe, donc ce n'est pas une réalité qui est inexistante. En tout cas en Belgique, nous, on en est fort éloignés, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a en Espagne, il y en a en Pologne, il y en a en Allemagne, en Roumanie, etc. etc. 2011, ils ont réédité cette publication, et puis alors tous les 3 ans, ils publient une mise à jour de cette liste des matières premières critiques qui ne cesse d'augmenter, en fait. Et donc je dis, c'est principalement des métaux, c'est le coltan, c'est le cobalt, c'est le lithium, c'est l'aluminium, c'est plein de métaux différents. Ça a continué à progresser, et en fait, ce qu'on voit qui est en train de se mettre en place, c'est toute une réindustrialisation européenne autour de la mine, pour essayer d'être le plus autonome possible, même si l'Union européenne ne le sera jamais, pour son approvisionnement en métaux. Ici, le 16 mars, la semaine passée, il y a vraiment une loi qui est sortie donc de la part de la Commission européenne sur les matières premières critiques, et qui fixe des objectifs très clairs. On va essayer donc de se fournir nous-mêmes en arrivant à 10% d'ouverture de mines supplémentaires en Europe. Pour l'instant, on est à 3% de mines qui fournissent l'Union européenne. Ici, on veut passer à 10%. On veut augmenter aussi les objectifs en matière de recyclage, passer à 15% de matières premières critiques qui seraient issues du recyclage. Je ne sais plus très bien combien on est pour le moment. Et essayer de transformer cette matière première à hauteur de 40%, donc de se fournir à hauteur de 40% pour donc d'avoir ces procédés de raffinage et de fonderie, etc., qui soient rebasés sur le sol européen, alors que c'est toute une technologie qui a été perdue et qui est passée quand même fortement aux mains de la Chine. C'est la Chine qui domine la plupart des chaînes d'approvisionnement mondiales de métaux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous attend ? C'est des débats, je pense, qui vont prendre de plus en plus d'importance, qui sont pour l'instant peut-être encore un peu marginaux, un peu invisibilisés, mais c'est bien réel. Il y a une politique volontariste, active, et il y a une injonction aux États membres à aller refouiller, réexplorer leur sous-sol pour voir si on ne pourrait pas encore y trouver quelque chose d'intéressant. Parce qu'il faut savoir que pour pas mal de métaux, c'était je sais pas, tout ce qui est germanium, les terres rares, etc., c'était des métaux qui, il n'y a pas si longtemps, on ne les utilisait pas encore tellement, et qui ont pris une importance croissante avec justement les technologies numériques, les technologies vertes, etc. Et donc, il y aurait peut-être un intérêt à aller réexplorer et voir réexploiter ces mines. Ce qui manque peut-être un peu là-dedans, c'est un débat public sur ces questions, pour se dire, tiens, en fait, est-ce que c'est souhaitable? Et si oui, pour quel projet de société derrière? Est-ce que c'est pour alimenter tous les milliards d'objets connectés qu'on nous promet pour demain? Est-ce que c'est dans cette numérisation qui prend énormément de place dans notre société? Ou est-ce que c'est pour répondre à des besoins fondamentaux qui seraient décidés collectivement? Pause de débat, merci. Je vais maintenant me tourner vers la salle. Donc si vous avez des questions, vous me faites signe, je vous passe le micro. Et vous pouvez poser des questions à l'intervenant de votre choix, ou les trois.
Oui, mais en fait, ces questions-là nous dépassent tellement que je me demande bien quelles questions on pourrait poser, parce qu'il y a tellement de composantes dont personne ici n'a le contrôle, ça s'avère quand même un exercice assez difficile. Bon, j'entends que l'Europe publie beaucoup de rapports et aimerait bien que beaucoup de choses soient mieux gouvernées. On voit que les acheteurs sont ceux aussi qui mesurent le taux de cobalt, sont ceux aussi qui pèsent le cobalt. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà des moyens de la part de l'Europe, déjà d'imposer pour les importations européennes une certaine gouvernance, et qu'un des premiers niveaux de gouvernance serait quand même de instaurer une société en charge de mesurer les taux de cobalt, de mesurer, de peser le cobalt, de manière déjà à s'assurer qu'il y a déjà un meilleur retour économique à ce niveau-là, qui n'est pas perdu en marge cachée, puisque ici, si l'acheteur évidemment mesure lui-même, on peut évidemment penser qu'il y a des jeunes sources-erreurs énormes à ce niveau-là. Et donc d'instaurer à chaque point, quelque part de transmission, certains facteurs de gouvernance que l'Europe devrait imposer à toute importation de minéraux pour forcer finalement la chaîne commerciale à s'organiser en fonction. Un petit mot peut-être, et puis tu compléteras. Mais l'Europe a pris quand même des dispositions, parce qu'ils étaient conscients de cette situation de conflit aussi qui était alimentée par le commerce des minerais dans l'est de la RDC. Ici, on voit une partie de la RDC, mais un peu plus au nord, au sud Kivu, au nord Kivu. Il y a aussi toute une problématique autour des groupes armés, quand même, qui se financent en partie grâce aux revenus de l'exploitation minière. Donc c'était une problématique qui était connue. Et en 2017, je pense, a été votée la loi sur la diligence raisonnable ou devoir de vigilance, on dit un peu les deux, qui est une loi qui oblige plutôt les entreprises importatrices de métaux bruts à s'assurer que leur chaîne d'approvisionnement soit justement, ne permet pas de financer des groupes armés et n'alimente pas des conflits. Et donc certains types d'entreprises, parce que c'est que les grosses et celles qui importent, donc c'est surtout les raffineries, les fonderies qui se trouvent dans l'Union européenne, sont censées vérifier tous les intermédiaires ou tous les maillons qui l'ont précédé et s'assurer donc de diminuer les risques, de faire les audits nécessaires, etc., pour que en début de chaîne, les choses s'améliorent, la situation des creuseurs soit meilleure. Parallèlement à ça, il y a aussi d'autres processus de certification qui existent. On parle de mines vertes aussi, certifiées vertes à l'est de la RDC. C'est un processus en cours. C'est pas encore parfait. Une mine verte, c'est quoi? C'est une mine dans laquelle il n'y a pas de groupe armé, dans laquelle il n'y a pas de femmes enceintes qui travaillent, pas d'enfants, etc. Après, est-ce que le creuseur est pour autant payé un prix juste? C'est loin d'être certain. De toute façon, comme en débat, on n'est pas tenu par ce qu'on doit faire dans les documentaires, c'est-à-dire la précaution juridique et de mettre les choses au conditionnel. En fait, la due diligence, c'est du bullshit, ça vaut rien du tout. La due diligence, la personne qui vend la due diligence dans le film, qui est le monsieur qui a une chemise à la Bernard-Henri Lévy, Nicolas Garrett. Ce monsieur habite un penthouse au Cap qu'on peut voir dans des magazines de luxe. Et pendant ce temps-là, il facture des sommes énormes à Volkswagen notamment pour leur vendre ce qu'on appelle une assurance. C'est-à-dire c'est un papier qui dit « Moi j'ai été sur vos mines, il n'y a pas de problème les gars, vous pouvez continuer ». On a mis 1 an à obtenir l'interview avec Volkswagen. Il faut savoir que Volkswagen a investi 100 milliards d'euros dans sa conversion à l'électrique, ce qui n'est pas rien. Ça a été très compliqué. Alors le Covid avait bon dos. Tous les industriels pendant le film, c'était le Covid, on ne pouvait pas les rencontrer, trop dangereux. Finalement, on est allé chez Volkswagen et on leur a posé une question, en fait, qui est mais en fait, vous dépensez combien d'argent pour savoir en fait d'où vient votre cobalt? Et il y a combien de personnes qui travaillent dans votre groupe là-dessus? Ils n'ont jamais voulu nous donner la réponse. Je suppose que s'il y avait 1500 personnes qui travaillaient dessus et qu'on investissait 50 milliards de dollars par an en due diligence, on nous aurait donné les infos. Donc je pense qu'en fait c'est faux. C'est-à-dire, il y a une première chose, l'Union européenne a mis en place péniblement une directive sur ce qu'on appelle les 3T plus G, donc l'or, l'étang, le coltan et la wolframite. La Belgique vient de l'adopter l'année dernière. Donc moi j'ai demandé pour un autre projet, où en êtes-vous dans ces checks sur vos fonderies qui importent ces minerais
problématique de l'Est du Congo, dans lequel n'est pas le cobalt. Le cobalt n'est pas extrait à l'Est du Congo. Et on m'a dit, il y a 4 sociétés qui sont sous enquête pour le moment, pour l'or, mais de toute façon, la loi ne vous permet pas, à vous, journalistes, qu'on vous dise qui c'est, ni ce qu'ils ont réellement apporté, ni d'où ça vient. Donc en fait, quand on a la responsable traçabilité chez Volkswagen, qui d'ailleurs travaillait avant dans une agence de développement humanitaire, qui dit « la Chine est une boîte noire », c'est qu'en fait, toute la chaîne est une boîte noire. Et c'est ça qui est intéressant avec les chaînes d'approvisionnement mondialisées, c'est qu'en fait, vous pouvez poser les questions jusqu'à un certain endroit. Pour le cobalt, en fait, ça s'arrête très très vite, parce que vous pouvez poser les questions jusqu'aux fonderies chinoises, ou même les fabricants de batteries, donc ceux qui récupèrent les minerais, les métaux traités pour les transformer et les mettre dans la batterie. Et donc on a demandé à CATL, qui est le premier producteur mondial de batteries, 30% du marché, comment ça se passe, votre due diligence par rapport au Congo et tout ça. Et CATL a dit, c'est une société chinoise, nous n'avons absolument pas à répondre à vos questions, donc au revoir. Donc pour nous, la due diligence qu'on essaie de mettre en place dans ce film-là, évidemment on allait sur les mines, on les a filmées et tout ça, vous voyez qu'en fait ils ont réussi péniblement à mettre la traçabilité dans 8 mines de cobalt sur les 200 ou 300 qu'il y a juste sur la province du Lualaba. Il faut savoir qu'au Congo, il y a 2500 sites miniers recensés. Il y en a des nouveaux qui ouvrent tous les jours, etc. Il y a plein de catastrophes qui se passent tout le temps, qui ne sont pas d'ailleurs liées en fait en général au financement des groupes armés, parce que les groupes armés sont de moins en moins présents sur les sites miniers. Il y a des dynamiques beaucoup plus complexes que ça, de liens de territoire, etc. Voilà, il y a plein de rapports intéressants qui sont faits là-dessus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait de se dire qu'il est impossible pour le moment, si les sociétés qui nous vendent ces solutions-là ne mettent pas en place les moyens pour faire leur vraie due diligence, d'avoir des gens sur le terrain, d'interviewer les scientifiques qui suivent ça au jour le jour, d'interviewer la société civile qui est présente. Si on envoie un auditeur européen dans un hôtel de luxe à Kolwezi 2 jours par an, quand tout le monde est prévenu que ce guerre va arriver, évidemment tout va bien se passer, et sur le site minier industriel, et sur le site minier artisanal, donc ils auront l'assurance, et pour les consommateurs, tout sera nickel. Petite réponse aussi, pour aller peut-être plus loin sur cet élément, vous pouvez consulter le dernier rapport de l'association Systext, Controverse minière, le rapport 2, volet 2, en fait, où ils expliquent sur une centaine de pages en quoi, en majeure partie, c'est sur base volontaire, en fait, c'est l'autorégulation de l'entreprise par elle-même. Donc en fait, il y a très peu de contrats possibles, les faits le démontrent en fait, depuis des décennies sur l'entreprise minière, et on le comprend assez bien, puisque économiquement, ils sont au premier maillon de la chaîne productiviste-consumériste qui alimente en fait toute l'économie capitaliste. Ça commence dans les mines en fait, la mine partout autour de nous. Et l'autre élément, je trouvais que votre question faisait écho en fait à notre posture, nous en tant qu'Européens, finalement c'est quoi la bonne posture en tant qu'Européens vis-à-vis de tout ça, sachant que, si on prend un peu de recul, nous sommes quand même dans les 4 à 10% les plus aisés de toute l'humanité. Donc on est des très très grands bénéficiaires et privilégiés dans cette pyramide d'exploitation de la nature et d'autres êtres humains moins chanceux que nous. Et donc ça pose des questions aussi sur finalement c'est quoi notre posture en tant qu'Européens si on se veut solidaire des pays du Sud global. Il n'est pas question de les empêcher de se développer, ça n'aurait pas de sens. Mais du coup, est-ce qu'on ne devrait pas avoir des consommations décentes, avec très peu de gaspillage, avec beaucoup plus de sobriété digitale, numérique, de technologie, etc., qui permettrait en fait de libérer aussi, et se battre en parallèle en fait, sur les deux plans, se battre aussi bien pour réduire nous notre impact sur le Nord, qui fait une pression sur ces pays qu'on exploite depuis les colonies, et la colonisation n'a jamais fini. Enfin, il y a un activiste africain qui me disait, lui n'utilise jamais le mot indépendance des pays colonisés. Il dit toujours dans ses livres, etc., le jour où les Blancs ont fait semblant de partir. En fait, la colonisation n'a jamais fini, elle est toujours effective, et c'est ça dont il faut être conscient. On est toujours dans cette posture d'hyper bénéficiaire de ce modèle d'exploitation. Il faut en être conscient, on ne va pas non plus hyper culpabiliser là-dessus, mais on a tendance à penser, ouais, c'est toujours la faute des 1% les plus riches. On est dans les 4 à 10% les plus riches de l'humanité, donc ça pose question aussi sur nous, notre contribution mi-passive, mi-volontaire à ce modèle en fait, auquel on est mis à contribution. Donc comment est-ce qu'on peut avoir des modes de vie plus décents dans le sens beaucoup moins dépendants de l'exploitation d'autres en dessous de nous et des espaces naturels, quoi. Je pense que voilà, c'est peut-être une question à se poser aussi en tant que société, collectivement, mais comment on crée un rapport de force sur cette question-là face à des acteurs miniers de manière délirante, qui sont très très puissants, mais voilà. Question suivante. Bonjour, je suis une citoyenne engagée et en responsabilité. Je suis bourgmestre de la commune de Plombières.
Et donc, je voulais amener peut-être quelques compléments d'information, puisque donc en 2017, il y a eu cette fameuse entreprise Walzinc qui a demandé un permis d'exploration pour nos communes, la Calamine des Plombières, à l'est de la Belgique, qui ont dans leur sol apparemment encore beaucoup de minerais intéressants, le cadmium principalement. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, on s'est réveillés, on s'est rendu compte effectivement de cette réalité, que nos sols étaient encore d'un intérêt potentiel pour les grosses industries minières. Et donc, juste pour compléter par rapport à ce qu'on disait du code du sous-sol, nous, on n'a pas agi contre le code du sous-sol parce qu'il est nécessaire, parce qu'on s'est rendu compte que si Walzinc avait été plus loin, on n'avait rien, on avait encore une loi des années 20, 1919 pour être plus précis. Et donc, elle ne respecte en rien, cette loi ne permet pas du tout le respect de l'environnement si mine il devait y avoir. Donc, les communes, on s'est rassemblées, on a essayé de créer cette task force qui n'est pas cachée, on a invité des citoyens qui participent à cette task force et on a essayé de travailler avec le cabinet Di Antonio à l'époque parce que c'était celui-là qui était en charge et qui voulait faire passer ce code du sous-sol qui finalement n'a pas abouti pour diverses raisons liées aussi au timing électoral. Et donc effectivement, le cabinet Tellier s'est réapproprié la matière. Ils nous ont directement contactés, je voudrais quand même le préciser, les 9 communes, pour travailler avec nous. Nous, on s'était fait aider par un professeur de l'UCL, qui est évidemment spécialiste de la matière, et on a amené une série d'amendements, et on a été très surpris, 90% de nos amendements ont été repris dans le code du sous-sol. Par contre, il faut savoir donc que le Conseil d'État a rendu son avis la semaine passée, et qu'il n'est pas du tout encore, le code n'est pas encore passé directement, puisqu'il y a pas mal de remarques du Conseil d'État, les mêmes d'ailleurs qu'en 2019, sous Di Antonio. Tout ça pour dire, donc, je suis heureuse de rencontrer les domineurs qui ont affiché pas mal de belles affiches jaunes dans nos communes. Je pense qu'il faut s'allier, je vous l'ai déjà dit par mail, je ne savais pas qui vous étiez, mais je continue à le dire. Il faut allier politiques et citoyens engagés, citoyens en responsabilité et citoyens engagés, pour faire passer d'abord ce message, le message qu'il faut, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut réfléchir nos modes de vie. Ici, les 4%, les 10% de riches que nous sommes, nous devons le reconnaître, on l'est, personne ne vit comme nous, et on est beaucoup trop dépendant à ces mines, et on ne se pose pas les bonnes questions. Aujourd'hui, effectivement, tout à l'électrique, alors que ce n'est pas là la solution. Au niveau politique, j'essaye de faire passer ce message-là, mais j'ai besoin de citoyens qui ne se cachent pas derrière des affiches qui font peur, parce qu'en fait, les citoyens de Plombières, qu'est-ce qu'ils sont venus me trouver? Réouverture des mines, peur pour eux-mêmes, mais ça n'a pas amené la bonne discussion, en fait, avec eux. Et donc, j'ai eu l'impression que le message que vous voulez porter n'est pas passé, pas comme il devrait. Donc, voilà, c'est un appel que je lance aux domineurs. Engageons-nous ensemble pour réfléchir à nos modes de vie, pour réfléchir à cette décroissance qui est absolument nécessaire, à mon avis. Je sais que je ne suis pas soutenue par tout le monde politique et que tout le monde ne partage pas cette opinion, mais je crois qu'on doit absolument, en tant que citoyen engagé, remettre dans le débat public nos modes de vie. Qu'est-ce qu'on veut? Parce que cette question des mines est intrinsèquement liée à nos modes de vie. Moi, maintenant, en tant que bourgmestre de Plombières, si je ne veux pas être taxée d'effet NIMBY, je suis obligée d'amener mes citoyens, mes concitoyens, à réfléchir à ces questions. Donc c'est aussi une occasion d'amener ces questions en débat. Merci. Je peux répondre directement à Madame Stassen? Oui, évidemment. Déjà, merci pour votre présence, c'est vraiment chouette que vous soyez là. Et en effet, la volonté de partenariat est partagée. Je relativiserai juste un petit peu le côté communication citoyenne, puisqu'en fait, il y a vraiment une opacité qui a été jouée aussi bien par le cabinet que par les pouvoirs communaux. Et donc, notre action visait justement à faire émerger le débat public, puisqu'il n'arrivait pas de lui-même. Et donc, je relativiserai quand même cette communication qui n'était pas si ouverte que ça, jusqu'à ce qu'on force le passage. Sur l'enjeu du code minier, nous, notre posture, on n'a pas tranché, on espère avoir beaucoup plus d'éléments de réflexion et de réponse avec Madame Tellier ce vendredi. On pense que bloquer les ambitions minières ici sur notre territoire est un point de départ en vue d'initier une réflexion systémique sur nos modes de vie et plus généralement sur les choix de société collectivement, démocratiquement choisis, mais conscient aussi que l'industrie minière, elle est dans une phase avec cette relance minière, etc., dans cette guerre de narratifs, elle a besoin d'un nouveau code minier dans tous les pays pour justement accompagner cette entreprise dégueulasse, concrètement il n'y a pas d'autre mot,
d'une acceptabilité sociale, c'est vraiment social acceptance, c'est vraiment leur terme. Et donc, c'est une question qu'on n'a pas nous-mêmes tranchée sur est-ce qu'ils auraient vraiment osé appliquer l'ancien code des mines qui est inapplicable et qui est inacceptable pour la société civile. Donc en fait, c'est un jeu qu'on ne sait pas encore comment se positionner par rapport à ça. Si le fait de finaliser le code minier va leur créer un cadre juridique ils seront très difficiles à contraindre vraiment juridiquement, on ne sait pas si évidemment la meilleure stratégie pour les empêcher et gagner du temps, puisque les gens partent de zéro sur cette thématique, on a besoin de temps, voire d'années pour faire de l'éducation permanente et populaire sur ces questions. On aurait perdu, je pense qu'on aurait perdu si le code minier passe, que les phases d'exploration commencent et qu'en parallèle on laisse des débats démocratiques se passer. Parce que du coup sur le terrain, les choses arriveront déjà, la mine s'installera déjà et elle sera prête à s'installer dans 10 ans plus tard, quand les phases d'exploration arriveront. Et à côté, on aura laissé parler les gens, mais sans pouvoir de contrainte véritable. Tandis que si on arrive à cadenasser les codes miniers en retardant simplement l'écriture du code, ça nous paraît la meilleure stratégie pour gagner du temps. C'est de ça dont on a besoin. Parce qu'en fait, tout le monde a été pris par surprise, et par le milieu industriel, et par les politiques européennes, et du coup par leur relais dans les pays. Et donc il y a vraiment, nous on se sent pris de court, quoi. La société civile se sent... Enfin, on sent que la société civile est prise de court sur des thématiques majeures. Donc on essaye de gagner du temps par tous les moyens. Alors, En tout cas, on pourrait dire qu'il y a une main tendue. il y a une Il y a une main tendue. Oui, je sais qu'elle l'est absolument, et donc c'est dans les deux sens. Et content que le dialogue se renoue, c'est ça. Bonjour. Là, je rejoins en fait la réflexion de Madame, la partenaire de Plombières. Je me dis, mais je sais pas, je suis hallucinée parce que réellement, oui, effectivement, de quel monde a-t-on envie? On parle de quoi là? Des batteries, ok, des batteries pour les voitures. Tout le temps plus de voitures, donc courir comme ce soir, chercher une place. Tout le monde arrive ici crevé parce qu'on a couru, on n'a pas trouvé de place. Voilà, quelqu'un a failli ne pas arriver ce soir dans votre équipe. Il y a des batteries pour les voitures, pour les vélos. Donc des gens qui se disent « Waouh, super, moi je roule à vélo, mais ils ont une batterie. » Des batteries pour vos GSM, vos smartphones. Pourquoi? Pour être tout le temps plus joignable, pour aller plus vite. Voilà. Donc c'est une chose parce que tout se rejoint, donc c'est complexe, j'essaie de garder le fil pour aller plus vite. Donc comme ça, votre employeur, même quand vous êtes en congé, il peut aussi vous contacter. Donc tout ça alimente aussi les data centers qui sont une pollution monumentale. Donc il y en a de plus en plus à Paris, par exemple, des data centers qui ont une superficie équivalente à des stades de foot continuent à être construits. Les smartphones, les GSM, le Wi-Fi, la 4G, la 5G bientôt, hein, et puis la 6G après. Ondes électromagnétiques, êtes-vous au courant? Hyper électrosensibilité. De plus en plus de gens sont hyper électrosensibles. Sachez que vous tous, tout un chacun, vos enfants, vos bébés, vos grands-parents, personnes âgées, vos animaux sont électrosensibles. Les abeilles, les insectes pollinisateurs, les arbres, les plantes sont sensibles. Moi, chez moi, je vois des plantes alors que j'ai la main verte qui crèvent. Moi, personnellement, tous les jours, je lutte, je me bats. J'ai pas de smartphone, j'ai pas le Wi-Fi. Mon vélo, il n'a pas de batterie, je pédale. Voilà, donc j'ai pédalé aujourd'hui. J'espère qu'on va pas me piquer mon vélo ici devant parce qu'on les vole. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question d'ailleurs à l'entrée. Qu'est-ce qui fait que devant le souvenir, on pique les vélos? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en contact avec des voleurs de vélos? Je ne sais pas. Mais comment peut-on faire déjà ici pour s'assurer? J'espère que mon vélo sera encore là tout à l'heure. Donc voilà, batterie. Mais je ne sais pas, on ne se pose pas les questions. Pourquoi faire? Pour courir, continuer à courir comme des hamsters dans notre trou tous les jours, tout le temps en plus. Et nous-mêmes, on contribue à notre propre mort, à la mort de la planète. Voilà, puisque tout est lié, quoi. Et sachez qu'il pend au nez de qui que ce soit ici de devenir hyper électrosensible un jour. Donc ça va être un cauchemar infernal. On n'a plus que 1% de zone blanche ici en Belgique. Voilà, merci.
Oui, donc c'est ce qui a, je pense que c'est Ouais. ce qui transmet aussi c'est cette réflexion sur le vivre ensemble. Je crois que c'est peut-être important aussi de se dire, tout n'est pas noir ou blanc. Si vous roulez en vélo électrique, vous n'êtes pas blâmable, vous ne devez pas culpabiliser, vous flageller, etc. Les métaux, ils sont partout autour de nous. Il y a une différence entre une énorme Tesla qui pèse 2 tonnes et un vélo électrique petit avec un moteur dont vous avez besoin parce que vous avez lâché votre voiture pour aller en vélo électrique quelque part. Il ne faut pas se dire tout est noir ou blanc, tout comme il ne faut pas créer trop de clivages sociaux non plus en se disant, en pointant du doigt des gens qui auraient fait certains choix. Je pense qu'on est dans une réflexion de fait. Non, je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait. Hein. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait, mais je suis d'accord qu'on est pris aussi dans un système qui nous dépasse. Cette numérisation et ce mouvement un peu fou, on ne l'a pas choisi. Il s'est quelque part imposé à nous. Ah oui, non, je sais. Donc, et par rapport au numérique, c'est sûr qu'il y a des choses à faire. On a le choix, il y a une responsabilité individuelle aussi qui existe, mais il y a aussi une responsabilité collective, je pense, et de la société dans laquelle on se trouve. Et donc tout n'est pas de notre propre ressort non plus, on est embarqué dans quelque chose. Ce qui ne dédouane pas de sa propre responsabilité individuelle. Et je dirais juste que pour le numérique, là où il y a le plus d'efforts à faire, parce qu'on divise souvent entre réseau, data center et terminaux, donc smartphones, etc., l'impact le plus lourd, l'empreinte écologique la plus forte, elle est sur les terminaux, donc justement les smartphones, les ordinateurs, etc. Et donc il y aurait déjà tellement à faire, donc il y a des possibilités pour allonger la durée de vie de ces objets, pour simplifier leur fabrication, pour donner moins d'importance au design, à l'esthétique, à la performance absolue, pour viser plutôt la robustesse et donc changer de paradigme, changer de valeur. Et c'est sûr qu'on touche à des choses très profondes, même à notre vision de l'humain au sein de la nature. Donc ça ne se fait pas en un jour. C'est une conjonction des forces qui doit se mettre en œuvre, je pense, mais tout n'est pas perdu. Et je dirais, ne voyons pas tout noir ou blanc, c'est pas parce qu'il y a du métal dans les énergies renouvelables que non, en fait, c'est mal, parce qu'on va créer un contre-discours qui va être très mauvais aussi, et qui va servir l'industrie fossile, qui va profiter de tous ces arguments qui critiquent les métaux pour dire, ah, en fait, qui va créer l'immobilisme, finalement. Donc, je veux dire, tout est question de choix de société et de rationalité, de rationaliser les choses et de consommer moins et de produire moins de toute façon. Et la sobriété, on n'en entend pas suffisamment parler parce que c'est pas joli à entendre. Je suis d'accord qu'il faut ralentir. Ce qu'on va par contre essayer de faire, c'est d'éviter d'avoir un dialogue et pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir poser la question. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Je voudrais simplement me poser la question, c'est quels moyens mettre en œuvre qui soient efficaces de manière incontestable pour répondre à tous ces problèmes que nous soulevons et qui sont tous réels. Alors, je pense, moi, que le problème climatique, quand même, tout le monde commence à être sensible au problème climatique, devrait être le moyen à utiliser prioritairement et massivement pour répondre à tous nos problèmes. En 2 mots, remettre en cause la compétition entre les États et entre les empires, qui alimente en grande partie ce phénomène-là, mettre en place la gestion du bien commun, définir, débattre ce que c'est que le bien commun. Et ça, c'est fondamental, parce qu'en réalité, tout dépend de cela. Et quand on veut toucher à ça en débattant, on va remettre inévitablement le concept de la propriété en discussion. Qui est propriétaire du bien commun dont on a besoin? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce bien commun? Et ça répond aux questions que Madame pose. Et alors, dans le fond, lié à ça, on doit définir une autre diplomatie, puisque ça se passe, ces discussions, ou ces bagarres, ces batailles, ces guerres entre États et empires, eh bien, on doit exiger une autre diplomatie. Quel est le langage de la diplomatie actuellement? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une diplomatie en adéquation avec les objectifs que j'ai soulevés? Voilà, je ne sais pas dire beaucoup plus. Beaucoup. Je peux qu'approuver ce que vous venez de dire. Vous êtes tout, monsieur? Ah, voilà.
La compétition aussi. Hein. Ouais. Ce que je nuancerais juste, c'est votre premier point sur les changements climatiques. Et du coup, en fait, ce narratif-là, c'est déjà le narratif dominant qui réduit l'écologie aux émissions de CO2. Et donc, ce narratif-là invisibilise absolument toutes les autres dévastations du monde naturel ou de l'exploitation d'autres humains. Et on pense juste CO2. Du coup, c'est l'efficience technologique qui va permettre de trouver des outils de plus en plus performants. Et en fait, on n'aura rien résolu sur le modèle et sur le modèle auquel sont mis tous ces outils. Et donc, en fait, je pense qu'il faut collectivement se réapproprier l'écologie, en fait, et parvenir à la redéfinir avec un spectre beaucoup plus large, une vision beaucoup plus ambitieuse, et pas la réduire à ce que le narratif industriel nous amène à faire depuis des années. Et on l'entend à tour de bras dans les médias, etc. C'est toujours ce relent des émissions de CO2, etc. Et qui en fait qui n'est qu'un spectre très limité et qui empêche une remise en question plus fondamentale du modèle. Et donc on comprend bien pourquoi ce narratif-là devient dominant, puisqu'il empêche précisément de tacler... Juste un petit mot, je ne sais pas si vous saviez peut-être pas, mais donc, évidemment on est habitué aux désastres tous les jours et à l'organisation du monde telle qu'elle est. Mais si on prend un peu de recul, des témoignages des premiers explorateurs qui sont arrivés sur les côtes, la côte est des États-Unis, on est au XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, c'est vrai, 17, 18e, 15e, voilà. C'est peut-être pas les tout premiers alors du coup. Mais du coup, avant qu'il y ait une colonisation massive des humains sur ces espaces, faut bien, voilà, par exemple, ils témoignent qu'il y avait tellement de poissons dans l'eau que les bateaux étaient ralentis. Il y avait tellement de baleines à l'horizon qu'il y avait constamment un nuage de vapeur. Les oiseaux, les nuées d'oiseaux, les étourneaux, on adore ça, les nuages d'étourneaux qui volent et tout, on trouve ça magnifique, mais en fait, les témoignages expliquent qu'il pouvait se passer plusieurs minutes sans voir la lumière du soleil, tellement il y avait une intensité d'oiseaux sauvages, de nuées d'oiseaux. Pareil, les otaries qui étaient complètement, qui pavaient complètement les plages. Enfin, il y avait une abondance naturelle qu'on n'imagine plus aujourd'hui. On est dans des espaces artificialisés, on est content quand on plante 2 arbres dans une forêt, pas dans une ville, enfin, c'est délirant. Alors qu'en fait, on a massivement défoncé tout, on le sait, les rapports s'accumulent, tout le monde le sait, c'est dans la conscience, et finalement, les solutions qu'on amène, c'est des solutions technologiques qui évitent finalement de remettre trop les choses en question, et tout le monde s'accommode de ça. Et il y a un vrai problème de narratif. Donc je pense que, prioritairement, c'est vraiment une guerre de narratif, quoi. Se réapproprier notre ambition, nous, avec les domineurs, pour vous dire, on est une dizaine de personnes vraiment actives. C'est pas nous qui allons changer le truc. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'impulser une réappropriation citoyenne de ces thématiques, justement pour que collectivement puisse se construire un nouveau narratif. Mais pour ça, c'est pas 10 citoyens qui vont faire le truc, quoi. Ça veut dire qu'il faut poigner dedans, quoi. C'est un peu l'ambition. Merci. Alors, on va prendre une dernière question. Merci. Merci pour ce film aussi qui montre bien tous les problèmes qui sont liés à l'extractivisme et qui peut aussi être une amorce de réflexion sur différentes choses. Il y en a une en particulier, donc dans ce film il y a un certain nombre d'intervenants qui parlent de durabilité, mais je pense qu'en termes de durabilité, le terme de durabilité dans notre société thermo-industrielle, c'est quelque chose de complètement paradoxal. Il faut quand même bien comprendre que depuis la révolution industrielle, on exploite toute une série de ressources qui sont non renouvelables. Donc on parle des métaux, bien entendu, mais aussi de non-métaux, et même de choses comme le sable, par exemple. Et par définition, ce sont les stocks qu'on exploite. Et ces stocks sont limités. Donc tôt ou tard, on va arriver au bout de ces stocks. Donc en dehors de tous les problèmes écologiques et sociétés que ça pose, il y a aussi ce cul-de-sac dans lequel on s'est engouffré, et donc il faut prendre conscience. Donc on aurait tout intérêt à s'orienter au plus vite vers des techniques simples, qu'on appelle low-tech par exemple, hein, mais d'autres aussi, qui permettraient de s'orienter vers une société qui soit véritablement durable. Et là-dedans, on n'entre évidemment pas tout ce qui est numérique, et ni même la voiture individuelle, etc. Donc il faut penser à un tout autre modèle de société qui n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui. Juste parce que j'imagine qu'on va bientôt clôturer, il n'y a pas trop longtemps. Ouais.
Moi, je vais revenir simplement au niveau du sujet, du cœur du sujet du film, parce que je trouve ça assez intéressant comment est-ce qu'un petit documentaire comme ça peut amener des enjeux aussi profonds. D'ailleurs, je l'ai vu quand Arte l'a mis sur YouTube. Du coup, on a tous les commentaires en masse comme ça, on se rend compte qu'il y a quand même des lignes de faille de la société entre les gens qui nous reprochent de ne pas avoir fait un documentaire sur tous les différents types de batteries, parce qu'il doit quand même bien en avoir une qui est moins pire qu'une autre, et donc on est complètement has-been, parce que maintenant il n'y a plus que 70% des batteries qui ont du cobalt, le reste c'est avec du lithium, du fer et du phosphate, donc c'est quand même beaucoup mieux. Ça c'est une frange, et puis effectivement l'autre frange qui pose un peu à l'inverse les questions que vous dites, qui sont simplement des questions de décroissance assez profonde, et en fait on voit qu'on a en fait une société qui est extrêmement dépendante à ce modèle de liberté du véhicule individuel qui nous permet de voyager. Il y a un siècle, on imaginait que les véhicules allaient voler dans un siècle, on n'y est pas du tout en fait. La voiture c'est quelque chose qui évolue assez peu en fait, qui n'a pas vraiment subi de grands bouleversements. Moi, il y a 2 endroits en fait où je vois, pour ne pas sortir de ce genre de séance complètement dépité, parce que c'est aussi un peu le risque, que je vois qui peuvent être intéressants. C'est de un, on peut avoir l'impression que ce qui se passe au Congo est une forme de fatalité. Je ne crois pas du tout. Si on prend un pays qui est un peu plus au sud, qui s'appelle le Botswana, qui est un des pays les plus riches du monde en diamants, le Botswana a réussi à remettre la main sur une bonne partie de sa filière de production à travers des choix politiques forts. Par exemple, l'interdiction d'exporter du diamant brut du Botswana, donc en créant une industrie de la transformation sur place. Je crois que c'est important parce qu'en fait, il n'y a personne au Congo qui a envie que l'industrie minière s'arrête. C'est 2,5 à 3 millions d'emplois dans un pays où les taux de chômage sont énormes. C'est une réponse à court terme à des besoins vitaux quotidiens, surtout chez les creuseurs. Donc c'est quelque chose qui est aussi important à prendre en compte. Donc toute possibilité de penser à un embargo est catastrophique. Les États-Unis l'ont fait à un certain moment. Ça a mis des dizaines de milliers de familles sur la paille en 24 heures. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte. C'est que il y a d'un côté en fait des pays qui sont des pays greniers. Le Congo est l'exemple archétypal parce qu'il y a tout, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont complètement sous-exploitées comme l'agriculture. Donc il y a effectivement des vrais enjeux de gouvernance qui sont imposés, qui sont posés de façon pertinente par plein de citoyens congolais et encore plus par la jeune génération, comme moi je vois des gens de mon âge ou encore plus jeunes qui sont actifs. Donc je pense que c'est aussi là en fait une vraie forme d'espoir et de réalité politique à laquelle s'accrocher, même si tout reste très compliqué. Et à l'autre bout, vous avez vu qu'il y a une interview qu'on a faite avec le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, qui est donc potentiellement le 2e homme le plus puissant d'Europe. Et moi j'étais frappé parce qu'en 2 heures d'interview, en fait, à part me parler du fait qu'il fallait des emplois et des véhicules et des bagnoles et tout ça, il m'a jamais parlé de train, il m'a jamais parlé de vélo, il ne m'a jamais parlé de tout ça en fait. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit mais c'est complètement absent de votre carte mentale que vous en parlez même pas dans une interview quand même de 2 heures, on a le temps. Et c'était pas dans son logiciel. Or, les gens de la Commission européenne, même s'ils sont à un moment nommés et qu'on ne vote pas directement pour eux, émanent quand même d'un pouvoir politique qui, lui, à un certain moment, est dans le cadre d'un processus démocratique. Et là, c'est aussi clairement une voie d'action sur laquelle il y a moyen de peser, parce que ces lois, ces directives, etc., doivent à un moment être mises en place, même si ça prend du temps dans les pays. Et c'est là-dessus qu'il y a malgré tout une possibilité d'action locale. Je ne serais pas, à mon avis, aussi optimiste de se dire qu'il y a moyen d'agir sur la Chine à court terme, par exemple. Donc je pense que c'est important de pouvoir justement sortir de ce genre de film en se disant qu'il y a effectivement des choses très complexes, très compliquées, sur lesquelles on peut avoir l'impression de n'avoir aucune prise. Et autant, moi, j'ai vraiment foi au niveau de la jeunesse congolaise, etc., pour travailler sur ces enjeux. On a montré ce film à Kolwezi, on l'a montré dans les quartiers de creuseurs. Il faut savoir que les gens ne vont pas dans les mines, parce que c'est interdit, surtout les femmes. Donc on a fait des projections pour les mamans des quartiers qui étaient hallucinées de voir comment ça se passait à 100 mètres de chez elles. Et qui ont dit, le jour où on aura des élections locales, parce que le Congo n'a hélas jamais eu la chance d'avoir ces fameuses élections locales qu'ils attendent depuis la chute du régime Mobutu, on pourra prendre ça en compte en fait. Donc la réalité du pouvoir local à un certain moment peut avoir un impact. Je pourrais rester longtemps, mais en fait au Congo il y a un vrai débat sur qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des mines au niveau local. Il y a des groupes qui sont mis en place aux alentours de Kolwezi, donc les choses bougent à certains endroits et je pensais bien les appuyer là-bas. Merci, je pense que ça clôture assez bien notre rencontre. Je vois que le sujet est passionnant, je suis sûr qu'il y a encore plein de gens qui avaient envie d'intervenir. Mais ce que je propose, c'est qu'on retraite ce sujet d'une autre soirée et il y aura sûrement des occasions qui pourront... Tu voulais dire un dernier mot ? Ouais. Tu veux dire un dernier petit mot ?
Oui. Au revoir tout le monde. Non. Ouais, de dire que de fait, il ne faut pas désespérer, que des embryons de changement désirables, ils sont partout autour de nous, à travers des projets qui valorisent les communs, à travers toutes les initiatives qui sont à soutenir et qui participent de ce changement plus global que l'on souhaite. Donc je pense que c'est important d'y penser, d'être réaliste et d'être conscient de la problématique immense qui est face à nous, mais de ne pas perdre espoir et de pouvoir se mobiliser aussi là-dessus, à son niveau, et puis dans d'autres collectifs, etc. Et que ça finira par marcher et que le rapport de force finira par s'inverser et que le modèle économique capitaliste commence à céder un peu de partout, et je pense qu'il y a des raisons d'être positif. Et de dire aussi que le recyclage n'était pas à idéaliser comme ils l'ont fait dans le documentaire, parce qu'on peut l'économie circulaire 100%, comme ça fonctionne pas, ça marche pas, donc il ne faut pas se reposer sur le recyclage, c'est vraiment l'ultime étape à laquelle on doit penser. Il y en a bien d'autres avant cela, donc le recyclage c'est pas la panacée non plus, c'est important, ça doit être mis en place, c'est certain, mais ça ne doit pas être survalorisé. Très court. Merci parce que ça commence par votre mobilisation ici ce soir aussi. Une vraie présence et merci pour ça. Et petit mot, vous pouvez aller trouver la jeune fille ici si vous voulez prendre au coin qui est ici assise des formulaires de justice et paix avec des études, etc. Elle pourra vous en fournir. Si vous elle s'appelle Sarah, elle va se lever, elle va vous faire signe. Voilà. Et on avait lancé une pétition aussi pour démocratiser la question minière en Wallonie. Si vous n'en avez pas eu connaissance et que vous souhaitez soit la lire, soit la signer, vous pouvez venir me trouver aussi. J'en ai avec moi un signe en papier. C'est au choix. Et voilà. Merci beaucoup et merci au Grignou. Et donc j'allais juste dire que de manière à pouvoir importer le débat aussi chez vous, pour pouvoir continuer à vous renseigner, à en parler autour de vous, à réfléchir à des pistes d'action, de mobilisation, on a disposé dans le centre du hall de cinéma, donc c'est sur une table ronde, de la documentation qu'on a fait chez Justice et Paix autour des ressources naturelles, de la résilience, donc différentes thématiques sur lesquelles on travaille. Donc n'hésitez pas à emporter ça chez vous pour pouvoir y réfléchir, informer vos proches et peut-être vous engager à ce sujet-là. Voilà, merci. Merci. Vous pouvez prolonger bien entendu le débat à la brasserie autour d'un verre. Merci encore, bonne soirée et bon retour.